J'ai échangé la place de ma belle-fille le jour de son mariage. Ce fut la décision la plus silencieuse que j'ai jamais prise et la plus froide de toute ma vie. Personne ne savait que la chaise sur laquelle elle s'apprêtait à s'asseoir avait été préparée pour humilier ma femme devant des centaines de personnes. Personne ne savait que mon fils montait la garde pour s'assurer que ce plan fonctionne. Et personne n'imaginait que j'avais tout vu depuis le tout début. À un mariage qui a coûté 250 000 €, la chose la plus sale n'était pas sur le sable. Elle était dans le cœur des gens. Avant de continuer, si vous écoutez cette histoire de n'importe où dans le monde, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez. Cela aide des histoires comme celle-ci à voyager plus loin. Et maintenant, laissez-moi vous ramener à ce matin-là où tout ressemblait encore à une journée parfaite. J'étais assis seul dans le bureau au premier étage, d'où je pouvais regarder directement la plage du Cap d'Antibes, s'étirant sous la lumière du soleil. À l'extérieur, des chaises blanches étaient alignées impeccablement sur le sable. De fins voilages flottaient doucement dans la brise méditerranéenne. Tout était arrangé pour ressembler à un rêve parfait. La musique de répétition jouait à un rythme régulier, assez douce pour faire croire aux gens que c'était un jour heureux. Mais je savais que ce genre de journée cache souvent le pire. Ma famille n'est pas devenue riche du jour au lendemain. Notre chaîne d'hôtels de luxe a été bâtie après la guerre, une brique après l'autre, un contrat après l'autre. J'ai passé presque toute ma vie à privilégier la discipline, l'ordre et le respect de la parole donnée. Élise, ma femme, se tenait derrière tout cela. Elle n'est jamais apparue dans la presse parisienne. Elle n'est jamais montée sur une scène. Mais chaque décision importante de ma vie portait son empreinte. C'est peut-être pour cela que j'ai toujours cru à ceci, si quelqu'un ne respecte pas Élise, il ne respecte aucune valeur. Arthur est mon fils cadet. Il a grandi dans l'abondance, dans les beaux quartiers, et pourtant, il s'est toujours senti lésé. Il avait l'habitude de pointer du doigt et de laisser quelqu'un d'autre payer l'addition. La première fois qu'Arthur a ramené Chloé à la maison, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle souriait beaucoup. Elle disait exactement ce que les gens de notre milieu voulaient entendre. Et elle tenait toujours son smartphone comme s'il faisait partie de son corps. Élise a essayé d'être proche de sa future belle-fille. Elle lui a posé des questions. Elle s'est effacée. Elle a même pris le blâme pour de petites choses qui n'étaient pas de sa faute. J'ai tout vu, et j'ai aussi vu comment Chloé recevait cela comme si c'était un dû. Ce mariage n'était pas mon souhait. Arthur et Chloé sont venus me voir avec une longue proposition de budget. Le chiffre final était de 250 000 €. Ils parlaient d'image, de statut social, de la nécessité que leurs invités mondains s'en souviennent pour toujours. Élise est restée silencieuse. Elle a seulement hoché légèrement la tête quand je lui ai demandé son avis. Elle a toujours été comme ça, préférant la paix aux disputes. J'ai accepté, non pas pour le mariage, mais parce que je pensais que c'était peut-être la dernière chance pour cette famille de rester unie. Mais plus le jour approchait, plus je sentais un décalage. Chloé évitait souvent Élise. Quand elle la croisait, le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Arthur devenait plus irritable que d'habitude. Il parlait beaucoup de ses droits, de l'avenir, de ce qui devait lui revenir. J'entendais ces mots depuis des années, mais cette fois, ils sonnaient différemment, plus urgents, plus impatients. Le matin du mariage, je suis passé devant la zone de préparation et j'ai accidentellement entendu des rires venant de la loge de maquillage. La porte était entr'ouverte. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, mais le nom d'Élise a été prononcé assez clairement pour m'arrêter. C'était Chloé qui parlait. Sa voix était légère, comme si elle racontait une blague amusante. Elle a traité ma femme de vieille antiquité périmée. Elle a dit, les gens comme Élise ne s'assoient au premier rang que pour gâcher les photos de mariage. Puis elle a mentionné un cadeau surprise, quelque chose qui a fait éclater de rire toute la pièce. Je suis resté là, la main contre le mur, sentant un froid remonter le long de mon bras. Je ne suis pas entré. Je n'ai affronté personne. Je me suis détourné comme si je n'avais rien entendu. Alarmé, j'ai appris que la première réaction est souvent la pire. Ce qui m'a le plus perturbé n'était pas les mots de Chloé, mais le silence d'Arthur dans cette conversation. Un silence complice. De retour dans le bureau, j'ai regardé la mer pendant un long moment. Élise était en bas à ce moment-là, se faisant ajuster son châle en soie par une amie. Elle avait l'air élégante et sereine, comme si ce n'était qu'une après-midi ordinaire sur la Côte d'Azur.
Je me suis demandé combien de fois dans la vie la gentillesse est prise pour de la faiblesse. Combien de fois la patience est confondue avec une absence de limite? Dehors, le mariage prenait forme. Chaque petit détail était placé exactement là où il devait être. Mais dans mon esprit, tout avait déjà commencé à basculer. Je ne savais pas exactement ce qu'était ce cadeau surprise. Mais je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas destiné à la famille. Et quand une blague est construite sur l'intention d'humilier quelqu'un, ce n'est plus une blague. Je me suis levé, j'ai ajusté mon costume sur mesure, et je me suis dit ceci: il y a des jours où le devoir d'un père n'est pas de réconforter, mais d'observer jusqu'à ce que la vérité se révèle. Ce jour-là, sous le soleil du sud, j'ai choisi le silence. Mais ce silence n'était pas un pardon. Ce n'était que la première étape. J'ai quitté le bureau alors que le soleil était déjà plus haut dans le ciel. Dehors, l'atmosphère devenait effervescente. Des bruits de pas, des voix qui s'appelaient, les derniers tests du groupe de jazz qui se mélangeaient. Je marchais lentement, non pas à cause de mon âge, mais parce que je voulais tout voir clairement. Quand un homme a vécu assez longtemps, il comprend ceci: les moments les plus décisifs sont rarement bruyants. Ils se produisent silencieusement, dans des coins que la plupart des gens ne remarquent jamais. La zone des places d'honneur était installée près du bord du sable. Le premier rang était réservé à la famille. Le nom d'Élise trônait soigneusement sur un petit chevalet, le lettrage élégant et précis. Je me suis arrêté quelques secondes juste pour être sûr de ne pas me tromper. Tout avait l'air parfaitement normal. Et si je n'avais pas entendu ces mots dans la loge de maquillage, je serais parti en croyant que cette journée se passerait comme n'importe quelle autre. Il restait 15 minutes avant le début de la cérémonie laïque. Chloé est apparue par derrière, toujours dans sa robe de mariée de créateur, mais le voile retiré. Elle ne m'a pas remarqué. Ses yeux balayaient constamment les alentours, comme pour vérifier si quelqu'un la regardait. J'ai reculé d'un demi-pas, me cachant derrière un pilier floral. Ce n'était pas de la curiosité. C'était un réflexe façonné par de nombreuses années de service militaire. Chloé s'est baissée près de la chaise portant le nom d'Élise. De sa petite pochette, elle a sorti un flacon transparent de colle. Je l'ai reconnu immédiatement. De la colle industrielle extra forte, le genre utilisé pour fixer le métal et le bois. Pas le genre de choses qu'on transporte par hasard. Elle a ouvert le bouchon et a pressé doucement. Une couche épaisse s'est étalée sur l'assise. Pas vite, pas dans la précipitation, de manière prudente et glaciale. Je pensais que je ressentirais de la colère, mais ce ne fut pas le cas. Le premier sentiment fut la lucidité. Chaque morceau que j'avais entendu ce matin-là s'emboîtait parfaitement. Arthur se tenait à quelques mètres de là. Il tournait le dos à Chloé, mais sa tête était légèrement inclinée, comme quelqu'un qui écoute attentivement. Quand Chloé a terminé, il s'est retourné et a souri faiblement. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'en ai entendu assez. Il a dit: maman a toujours aimé attirer l'attention. C'est juste une façon de lui donner une leçon. Quand tout le monde se lèvera pour applaudir, sa robe ne survivra pas. J'ai regardé mon fils, et à ce moment-là, je ne l'ai plus reconnu. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la façon dont il l'a dit, calme, désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Chloé a rebouché le flacon et l'a glissé dans son sac. Elle s'est redressée, a ajusté sa robe et s'est éloignée, laissant la chaise silencieuse sous le soleil. Arthur l'a suivie. Il ne s'est jamais retourné. Je suis resté là quelques secondes de plus. La brise marine faisait doucement bouger les rubans blancs. Personne aux alentours n'avait remarqué ce qui venait de se passer. Je savais que si je sortais à ce moment-là, si je criais leur nom, tout exploserait immédiatement. Mais les explosions n'apportent pas toujours la justice. Parfois, elles n'apportent que le chaos. Je me suis penché vers la chaise. La colle était encore humide. J'ai approché ma main, puis je me suis arrêté. Je n'avais pas besoin de la toucher pour savoir ce qu'elle ferait. Dans mon esprit, mes années de commandement sont revenues. Des leçons sur le contrôle, sur l'observation, sur l'art d'utiliser les propres actions d'un adversaire pour le démasquer. Je n'ai pas réfléchi longtemps. La décision est venue naturellement, comme si je savais ce que j'allais faire depuis l'instant où j'avais entendu ces rires dans la loge. J'ai retiré le petit carton indiquant le prénom d'Élise de la chaise. Pas de précipitation, pas d'attention attirée.
J'ai marché jusqu'à l'hôtel principal où la chaise de la mariée trônait à la place d'honneur. J'ai regardé autour de moi. Tout le monde était occupé avec les derniers détails. Personne n'a remarqué un vieil homme aux cheveux gris tenant 2 petits cartons. Je les ai échangés. La chaise avec la colle a été placée à la place de la mariée. La chaise propre est retournée au rang de la famille, là où Élise allait s'asseoir. J'ai tout ajusté avec soin, je me suis assuré que tout avait l'air parfait, comme avant. Quand je me suis redressé, aucune alarme n'a sonné. Aucun regard suspect ne s'est tourné vers moi. Je me suis fondu dans la foule. Mon rythme cardiaque était régulier. Pas à cause du stress, mais grâce à autre chose, la certitude. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait pour arrêter une humiliation qui avait été méticuleusement planifiée et pour laisser la vérité trouver son propre chemin vers la lumière. Quelques minutes plus tard, j'ai vu Élise marcher vers le rang de la famille. Elle m'a souri, ce sourire familier et apaisant. Elle s'est assise à sa place, ignorant que quelques minutes plus tôt, cet endroit portait une toute autre intention. Je lui ai fait un léger signe de tête, un réconfort silencieux. La musique a commencé. Les invités se sont installés. Chloé est réapparue, cette fois avec son voile couvrant son visage. Elle marchait lentement, avec assurance, comme quelqu'un qui croit que tout est sous son contrôle. Je me tenais au fond, observant chaque pas. Il n'y avait plus de questions dans mon esprit maintenant. Seulement une pensée claire. Certains pièges sont creusés pour que d'autres y tombent, mais certains pièges attendent simplement que la bonne personne revienne s'y asseoir elle-même. Et c'est ainsi que la cérémonie a commencé. Avec toutes ses apparences parfaites intactes, la musique s'est adoucie, et la célébration a avancé avec une précision qui semblait presque artificielle. Je me tenais légèrement en retrait, assez près pour saisir chaque petit mouvement, assez loin pour éviter les poignées de main sans signification. Chloé a prononcé ses vœux d'une voix assurée, comme si chaque mot avait été répété de nombreuses fois devant un miroir. Arthur a répété après elle. Ses yeux se sont brièvement posés sur le rang de la famille où Élise était assise bien droite, les mains sagement croisées sur ses genoux. Rien ne s'est passé, et c'est ce calme qui m'a indiqué que le point culminant n'était pas encore arrivé. Lorsque les applaudissements ont clôturé la cérémonie formelle, j'ai senti une légère pression contre l'intérieur de la poche de ma veste. Arthur m'avait demandé ce matin-là de lui garder quelques documents, prétextant que sa veste était trop ajustée. J'avais hoché la tête alors, sans poser de questions. Maintenant, alors que nous attendions de nous diriger vers le lieu de réception, j'ai glissé ma main dans ma poche, avec la seule intention de remettre les choses en place. Le papier rigide a touché mes doigts d'une manière qui m'a semblé inhabituelle. Je n'ai pas l'habitude de lire les documents des autres, mais certaines choses dans la vie n'arrivent pas par simple courtoisie. J'ai sorti les papiers, j'ai ouvert la première page, et d'un seul coup d'œil à la signature, j'ai compris pourquoi Arthur n'avait pas voulu les garder lui-même. Mon nom y figurait, ma signature y figurait, mais je ne l'avais pas signé. C'était un testament anticipé joint à un acte de cession des droits d'usufruit pour le domaine familial d'Antibes. La date de prise d'effet était clairement inscrite, immédiatement après le mariage. Chaque ligne était soigneusement rédigée, suffisamment pour tromper quelqu'un qui ne ferait que survoler le texte. Mais j'avais signé trop de contrats dans ma vie pour ne pas voir la différence. L'écriture était plus raide, la pression inégale. Une copie née de la précipitation et de la cupidité. J'ai replié les papiers. Le sentiment dans ma poitrine n'était pas le choc. C'était la confirmation. Les mots que j'avais surpris ce matin-là. La chaise piégée. L'impatience dans les yeux d'Arthur. Tout tournait autour d'une seule chose. La propriété. Pas la famille. Pas les liens du sang. Juste le patrimoine. Les invités ont commencé à se diriger vers la réception. J'ai glissé les papiers de retour dans la poche de ma veste et j'ai choisi de ne rien dire pour le moment. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais voir clairement comment ils se comporteraient une fois qu'ils croiraient que tout était déjà entre leurs mains. La vérité, comme la marée, a besoin du bon moment pour monter. La réception était somptueusement organisée. Des lumières dorées et chaleureuses baignaient les tables dressées de nappes blanches. La table d'honneur se trouvait au centre, légèrement surélevée, attirant tous les regards. J'ai regardé Chloé marcher vers sa chaise, le petit carton placé proprement devant. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle n'a pas vérifié.
L'assurance de quelqu'un qui croit que son plan a réussi ne laisse aucune place au doute. Élise était assise à la table de la famille, discutant doucement avec quelques connaissances. Elle semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été le matin. Je l'ai regardée, puis j'ai pensé au papier dans ma poche et j'ai réalisé que certaines formes de protection ne se produisent pas en un instant, mais s'étendent sur des années à travers chaque décision que l'on est forcé de prendre. Le maître de cérémonie a commencé son discours d'ouverture. Chloé a souri, s'est levée et a salué les invités comme quelqu'un de longue date habitué aux caméras. Elle a parlé d'amour, de leur parcours, des défis qu'ils avaient surmontés. Chaque phrase était polie pour sonner parfaitement sur la diffusion en direct. Arthur se tenait à côté d'elle, une main posée sur le dossier de la chaise. Ses yeux dérivaient vers moi de temps en temps comme s'il attendait un signe d'approbation. Je n'en ai donné aucun. J'ai seulement écouté. Pendant que Chloé parlait, le contraste entre l'image publique et la nature profonde devenait plus clair que jamais. Une personne peut parler sans fin de la famille tout en préparant des documents pour la dépouiller. Une personne peut porter du blanc tout en planifiant d'humilier quelqu'un lors d'un jour censé être sacré. Quand le discours s'est terminé, le maître de cérémonie a invité la mariée à s'asseoir pour préparer le segment suivant, une vidéo commémorative. Chloé s'est retournée vers sa chaise. Elle a posé sa main sur l'assise et s'est assise avec la confiance de quelqu'un qui attend la prochaine salve d'applaudissements. J'ai observé ce moment sans ciller, non pas parce que je souhaitais que quelque chose de mal arrive, mais parce que je savais que chaque mascarade a ses limites. J'ai ajusté la manchette de ma chemise, sentant les papiers toujours présents dans ma poche, le faux testament, les actes de cession, des choses créées pour voler, pas pour bâtir. Je ne savais pas exactement quand je parlerais. Je savais seulement que lorsque je le ferais, je parlerai une seule fois, assez pour ne jamais avoir à me répéter. La vidéo a commencé. Les lumières de la salle de réception se sont tamisées. D'anciennes images ont rempli le grand écran. Arthur enfant, des vacances à la mer, des soirées en famille. J'ai entendu quelques soupirs émus dans la salle. Je n'ai pas regardé l'écran. J'ai regardé Chloé. Elle était assise le dos droit, les mains reposant sur ses genoux, les yeux fixés devant elle, complètement ignorante du fait que la chaise sous elle la tenait plus fermement que n'importe quel vœu qui venait d'être prononcé. Dans mon esprit, tout était prêt. Pas de doute, pas d'hésitation. Quand la vérité est déjà entre vos mains, la seule chose qui reste à faire est d'attendre le bon moment pour l'exposer à la lumière. Et ce moment, je le savais, était très proche. La vidéo tournait encore quand le maître de cérémonie a pris la parole. Sa voix était douce, mais assez claire pour percer l'émotion de la salle. Il a invité la mariée à se lever pour recevoir une surprise spéciale de la part de ses amis. C'était un moment classique dans ce genre de mariage, un moment conçu pour déclencher des applaudissements et des larmes au moment parfait. Chloé a souri. Elle a posé ses deux mains sur les bords de la chaise, se préparant à se lever, exactement comme elle l'avait pratiqué devant le miroir d'innombrables fois. J'ai vu cette confiance clairement. Elle ne venait pas du bonheur. Elle venait de la conviction qu'elle contrôlait la situation. Puis tout s'est arrêté. Chloé s'est penchée en avant, mais le bas de son corps n'a pas bougé. Le sourire sur son visage s'est figé comme une photographie coincée entre deux instants. Elle a réessayé, cette fois avec plus de force. La chaise a émis un bruit sourd, pas fort, mais assez inhabituel pour que quelques personnes aux tables voisines tournent la tête. Arthur a froncé les sourcils et s'est penché, lui murmurant quelque chose. Chloé a secoué la tête et a chuchoté en retour, la voix tendue. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu sa main se crisper sur le bord de la table. Le maître de cérémonie a hésité sur scène, essayant de faire avancer le programme avec une blague médiocre. Personne n'a ri. Arthur a posé une main sur l'épaule de Chloé et a tiré doucement. Ce fut le premier instant où la robe de mariée de haute couture a fait un bruit. Je sais que Chloé ne l'oubliera jamais. Ce n'était pas une explosion. Ce n'était pas violent. Juste un bruit de déchirement sec, retransmis par les microphones dans une pièce qui était devenue complètement silencieuse. La salle entière semblait retenir son souffle. Chloé a poussé un petit cri, non pas de douleur, mais de panique. Elle s'est pliée en avant, essayant de couvrir la partie de la robe qui n'était plus intacte. Arthur a figé ses mains, suspendues en l'air, incertain s'il devait tirer à nouveau ou lâcher prise. Tous les yeux se sont tournés vers la table d'honneur. Des téléphones se sont levés par instinct,
puis se sont rapidement baissés lorsque les gens ont réalisé que ce n'était plus un divertissement. Je suis resté assis. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas regardé autour de moi. Je n'ai regardé que Chloé, maintenue en place par la chaise même qu'elle avait préparée pour quelqu'un d'autre. Le silence s'est répandu dans la pièce, épais, lourd, comme un air que personne ne savait comment briser. Le maître de cérémonie a balbutié quelques excuses, suggérant une courte pause. Le personnel de l'événement a commencé à s'approcher. Puis Arthur a tiré à nouveau. Cette fois, le bruit de déchirure était plus clair. Chloé s'est effondrée en larmes. Pas le genre de pleurs destiné aux caméras, mais l'effondrement de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a franchi une ligne qu'il ne pourra jamais repasser. Je me suis levé. Le bruit de ma chaise était faible, mais à ce moment-là, c'était suffisant pour attirer l'attention. J'ai marché lentement vers la scène et j'ai pris le microphone des mains tremblantes du maître de cérémonie. J'ai senti le regard d'Élise dans mon dos, mais je ne me suis pas retourné. Je savais qu'elle me faisait confiance, comme elle l'avait fait pendant de nombreuses années. Je suis désolé, ai-je dit, la voix calme. Peut-être est-ce le moment où nous devons faire une pause. La salle est devenue d'un silence absolu. J'ai regardé directement Chloé. Elle a levé les yeux, rouge, son maquillage commençant à couler. À ce moment-là, elle n'était plus une mariée, plus une influenceuse, juste une jeune personne qui avait peur. Chloé, ai-je continué en gardant ma voix stable. Tu as dit un jour que ce mariage avait besoin d'un souvenir inoubliable. Tu avais raison. J'ai fait une pause assez longue pour que tout le monde sente que je choisissais chaque mot avec soin. Mais avant de qualifier cela d'accident, ai-je dit, peut-être devrais-tu expliquer pourquoi la chaise destinée à ma femme a été enduite de colle industriel et pourquoi mon fils montait la garde pour s'assurer que cela se produise. Une vague de murmures s'est propagée dans la salle, impossible à contenir. Arthur a pivoté vers moi. Son visage est devenu livide. Papa, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté quand il a croisé mon regard. Je n'étais pas en colère. Je n'en avais pas besoin. Et puisqu'on parle de choses minutieusement préparées, ai-je poursuivi, j'aimerais aussi poser une question sur les documents qu'Arthur m'a demandé de lui garder ce matin. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti les papiers, les brandissant sans les ouvrir. Ce simple geste a fait reculer Arthur d'un demi-pas. Ceci est un testament et un accord de cession, ai-je dit. À mon nom. Avec une signature imitée très soigneusement, mais pas assez soigneusement pour me tromper. Personne n'a parlé. Je pouvais entendre les vagues de la mer au loin, régulières, implacables. Chloé regardait la chaise sous elle, puis les papiers dans ma main, puis sa robe de mariée en lambeaux. Chaque couche d'illusion qu'elle avait construite pour ce jour s'effondrait morceau par morceau devant les personnes même qu'elle avait voulu impressionner. J'ai légèrement baissé le microphone, ma voix devenant plus grave. Je ne me tiens pas ici pour humilier qui que ce soit, ai-je dit. Je me tiens ici parce que certaines blagues ne sont pas des blagues, et que certains documents ne sont pas des erreurs. J'ai rendu le microphone au maître de cérémonie et je suis retourné vers ma place. Je n'ai pas attendu les réactions. Je n'en avais pas besoin. Tout ce qui devait être exposé était déjà au grand jour. Chloé est restée collée à la chaise. Arthur se tenait à côté d'elle, sans un mot. Et dans ce lourd silence, je l'ai su. Le point de non-retour avait été franchi. Après être retourné à ma place, personne n'a eu l'audace d'appeler cela une fête. La musique a été complètement coupée. Le personnel de l'événement s'est rassemblé en petits groupes, chuchotant, leurs yeux dérivant vers la table d'honneur, puis se détournant rapidement. Chloé est restée assise, immobile. Elle n'a plus essayé de se lever. Arthur se tenait à côté d'elle, les épaules affaissées, comme si pour la première fois de sa vie, il comprenait que certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Je me suis assis à côté d'Élise. Elle m'a pris la main très doucement. Elle n'a rien demandé. Elle n'en avait pas besoin. Ce moment de calme était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je me suis penché et j'ai murmuré que tout irait bien. Élise a hoché la tête, les yeux tournés vers l'avant, d'un calme qui me serrait le cœur. Il y a des femmes qui passent leur vie entière à maintenir une famille unie, et ce n'est que lorsqu'elles sont poussées à bout que les autres comprennent enfin le poids de cette patience. J'ai fait signe au gérant du domaine. Nous avons discuté brièvement. Pas de voix élevée. Quelques appels téléphoniques ont été passés,
juste assez pour que les autorités légales compétentes arrivent et documentent officiellement la situation concernant la falsification des papiers. Personne n'a été traîné dehors de force. Il n'y a pas eu de chaos, seulement des questions qui nécessitaient des réponses, et des réponses qui ne seraient plus données sur une scène. Légalement parlant, la célébration s'est terminée là. Aucune annonce retentissante. Ce n'était pas nécessaire. Quand les fondations d'un mariage sont construites sur la tromperie et l'humiliation, il s'effondre de lui-même. Personne n'a besoin de le pousser. Je me suis levé à nouveau, cette fois sans microphone. J'ai marché vers Arthur et Chloé. Ma voix était basse. Eux seuls pouvaient m'entendre. J'ai dit qu'aujourd'hui n'était pas le jour pour des disputes. J'ai dit qu'ils quitteraient la zone de réception après que tout soit réglé correctement et qu'avant de partir, ils nettoieraient personnellement ce qui restait de cet événement. Pas comme une punition, mais comme une prise de conscience. Tout a un prix. Arthur m'a regardé pour la première fois. Il ne pouvait trouver aucune raison de contester. Chloé a baissé la tête. La robe blanche n'était plus parfaite. Mais ce qui la faisait trembler n'était pas le tissu. C'était le silence des gens autour d'elle. Un silence plus assourdissant que n'importe quel jugement. La nuit est tombée lentement. Les invités sont partis un par un. Pas de bruit, pas de curiosité. La plage a retrouvé son vide originel. J'ai vu Arthur et Chloé, accompagnés de quelques membres du personnel, débarrasser les tables et les chaises sous les chaleureuses lumières jaunes. Leurs mouvements étaient maladroits. Personne ne les supervisait. Il n'y en avait pas besoin. Certaines leçons ne comptent que lorsqu'une personne est forcée d'assumer les conséquences par elle-même. Plus tard, j'ai emmené Élise marcher sur le sable. La brise marine était plus fraîche, plus douce. Il n'y avait pas de musique, pas de lumière de scène, seulement les vagues et le ciel qui s'assombrissaient. J'ai posé ma main sur son dos lentement, une vieille habitude. Élise s'est appuyée contre moi, et pour la première fois de la journée, j'ai senti sa respiration se détendre véritablement. Nous avons dansé sans musique, juste quelques pas lents. Pas besoin de garder le rythme. Je n'ai pas pensé à ce qui s'était passé. Je n'ai pas pensé à ce qui allait arriver ensuite. J'ai seulement pensé ceci, parfois, une fin heureuse, ce n'est pas quand tout redevient comme avant, mais quand chaque chose est remise à sa juste place. Je ne sais pas ce que feront Arthur et Chloé ensuite. Je sais seulement qu'à partir de ce jour-là, tout soutien financier a été coupé, non pas comme une punition, mais comme une limite. La famille n'est pas une chose à exploiter. C'est l'endroit où l'on apprend la responsabilité. Quand nous sommes retournés à notre propriété, j'ai éteint toutes les lumières de la terrasse. La maison est devenue silencieuse. J'ai regardé Élisée, dans la pénombre, j'ai vu un très léger sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enduré assez longtemps et qui était enfin protégé de la bonne manière. Avant d'aller me coucher, je suis resté sur le balcon un peu plus longtemps. J'ai repensé à la chaise, au papier, à ce silence qui avait parlé pour moi, et j'ai compris une chose que je savais depuis longtemps. L'argent peut payer un mariage somptueux, mais il ne peut pas acheter le respect. Et si quelqu'un essaie de détruire la dignité de la personne qui l'a protégé toute sa vie, il sera celui qui se retrouvera sans rien pour se couvrir.